Qui est notre gouvernement? L'un d'eux va très vite reconnaître avoir cambriolé une villa. J'ai vu que la fenêtre a été ouverte, je suis rentré. Ensuite, Et en plus, c'était au rez-de-chaussée, ça ne pas ça. Avec le WC. Et après, je suis parti. Il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Il va donc assumer les faits en dédouanant ses complices. Stratégie payante, il écopera d'un simple rappel à la loi. Pourquoi tous les criminels, tueurs, violeurs, agresseurs, voleurs sont toujours libérés, sachant pertinemment qu'ils vont tous recommencer? Le jeune suspect passera sa nuit en garde à vue. Sans aveu ni preuve suffisante, les gendarmes le relâcheront le lendemain. Mais il va très vite refaire parler de lui. Donc très vite, ils se sont mis sur moi. Donc ils ont insisté avec la bombe lacrymo et ils m'ont dit de tout leur donner. Sauf que je refusais, je faisais opposition, je disais non, non, non. Après, ils ont sorti les couteaux en disant on va donner tout, les sacoches, les portables, les portefeuilles, tout. Je revenais d'Espagne et je sortais tous les soirs, j'ai jamais rien eu. Et là, le premier soir où je suis rentré du roi, bim. Les francs-maçons les poussent depuis toujours dans les cercles de pouvoir. Un travail d'influence au plus haut niveau de l'État. La justice est sataniste. Et quand un nouveau président est élu, vous pensez que c'est vous qui l'avez élu. Pas du tout. Ce sont une bande de satanistes. Tous les 5 ans, ça empirera. Ça sera de pire en pire. Chaque nouveau président, c'est un palier de plus, franchi pour détruire le monde. Ça vous fait rien, car vous avez votre petit confort, alors que ça pourrait être bien mieux. Mais non, tant que ça ne vous touche pas vraiment, vous agissez pas. Mais heureusement, plus ça va, plus de gens réagissent. Tous ces week-ends à promouvoir les valeurs de son obédience auprès des responsables politiques locaux. Parfait. Il y a un lit. Plein d'attention, les frères de la ville ont prévu un petit cadeau pour leur grand-mère. Voilà. Vous voyez? Je suis nourri, abreuvé, à la fois de la nourriture spirituelle et de la nourriture terrestre. Avec le ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie. Si c'est si bien les francs-maçons, pourquoi vous flottez votre visage? Hein? Pourquoi? Mais c'est pas grave, ça ne nous touche pas, alors on fait rien. Mais vous êtes pour un gouvernement. Même voter blanc, c'est voter pour un gouvernement sataniste. Vous pensez que la franc-maçonnerie, d'une façon générale, peut avoir une influence sur une élection municipale? Ça peut jouer? ça peut influencer certains cercles, ça peut encore, oui. Nati, et oui, vu que les gens s'intéressent qu'à leur confort, ben ils pensent que c'est un groupe de religieux. Il n'y a rien de mal à ça. On est sataniste, on fait des sacrifices humains, animaux, on fait kidnapper vos bébés, enfants, femmes, sœurs, grand-mères, arrière-grand-mère, pour leur soirée, viol, torture, sacrifice. Le Grand Orient de France, donc ça veut dire qu'il s'est tissé quelque chose. C'est une ligne issue? Non, pas du tout. Puis même si ça l'était, on ne vous le dirait pas. Et on vous le dirait pas. Et on vous le dirait pas. Ben alors, on a quelque chose à cacher. Est-ce que vous avez le sentiment d'être aussi influent que vous l'avez été? Quel est votre poids aujourd'hui dans notre société? Donc moi je ne peux pas répondre à cette question. Je dis simplement qu'on on a un message qui est pur au Grand Orient de France, qui n'est pas altéré dans notre communication. Le message qui est pur. Laisser sortir tous les criminels de prison, c'est pur ça. Et on prend un certain nombre de positions. Je crois qu'on a une petite influence, disons qu'on est un peu écouté. Voilà. Un peu écouté, ou vous contrôlez carrément toute la France? Après les relations publiques, retour au sacré. Le petit groupe du Grand Orient se rend au temple de Pau pour une grande cérémonie maçonnique. Dans l'assemblée, des représentants de toutes les professions, du médecin à l'artisan, en passant par le policier. Bienvenue mes frères. Mes sœurs et mes frères, créez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue aux conseillers de l'ordre, au premier
leur maître adjoint au grand maître du Grand Orient de France par une triple et chaleureuse batterie. Liberté, égalité, fraternité. Bande d'enculés. Pour nous, le tournage devra s'arrêter là. Ce triangle incrusté d'un œil s'appelle le delta lumineux. C'est le symbole de la conscience. Sous ce squelette, représentant la mort symbolique de l'homme non initié, les futurs francs-maçons font leur testament philosophique. Pour moi, ça veut dire que t'es pas franc-maçon, tu vas mourir. Ce jour-là, dans le palais du Latran au Vatican, Nicolas Sarkozy tient devant le pape et ses cardinaux un discours sur la laïcité positive. C'est pourquoi j'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Émile Louis, Michel Fourniret et d'autres s'y sont succédés, sans à l'époque être vraiment inquiétés. Une vingtaine de jeunes femmes disparaissent ou sont assassinées sans qu'on ne découvre ce qui leur est arrivé. Ce sont toutes des jeunes femmes sans famille, issues de la DAS du département. De meurtres ou de disparitions de jeunes femmes, ce qui avait fait dire au Conseil supérieur de la magistrature qu'il y avait 0,00% d'élucidation des affaires de disparition de jeunes femmes. Aucune affaire résolue, c'est-à-dire que plusieurs tueurs continuent de sévir en toute impunité dans la région. Est-ce que vous avez le sentiment d'être aussi influent que vous l'avez été? Quel est votre poids aujourd'hui dans notre société? Donc moi je ne peux pas répondre à cette question. Je dis simplement qu'on on a un message qui est pur au Grand Orient de France, qui n'est pas altéré dans notre communication, et on prend un certain nombre de positions. Je crois qu'on a une petite influence, disons qu'on est un peu écouté, quoi, voilà. Et oui, ils sont partout. On ne peut pas apprendre par la presse du jour au lendemain que celui qui vous a torturé, violé, court les rues et peut demain revenir chez vous. Une affaire a défrayé la chronique locale par son côté particulièrement sordide, l'affaire Claude Dunant. 20 ans plus tard, Huguette accepte de témoigner, mais à visage caché pour protéger sa famille. C'est une enfant de la DAS placée très jeune dans un hospice tristement célèbre où sont passées plusieurs jeunes femmes disparues qui est aujourd'hui désaffectée. J'ai répondu à une annonce qui était passée dans l'Union républicaine, qui recherchait une personne pour s'occuper d'une grammaire grabataire et que j'étais nourrie logée. Celui qui a fait paraître cette annonce, c'est un certain Claude Dunant. Huguette tombe dans un piège qui va faire basculer sa vie. Le café, il se trouvait juste à côté du foyer de jeunes travailleurs, et quand je lui ai dit que je faisais partie de la DAS mais que j'allais me retrouver à la rue, pour lui ça a été la bonne aubaine. Et il m'a recruté. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé chez lui? Eh ben, il a essayé de me mettre en confiance en me parlant du travail que je devais faire. Il m'a fait visiter le pavillon et arrivé au sous-sol, il y avait quelqu'un qui l'y attendait. Quelqu'un d'autre? Un homme? Un homme, ouais, ce qui se faisait passer pour un architecte et qui a détourné complètement mon attention en me disant les travaux qu'ils allaient faire dans cette pièce pour que ça se transforme en une chambre à coucher. Et pendant ce temps-là, Dunant m'a mis une cagoule, m'a mis une couverture sur la tête et ils m'ont attaché aussitôt. Huguette est enfermée dans la cave de cette maison pendant plus de 3 mois. Mais j'étais enchaînée à un tuyau sur la pointe du pied. Le jour même, les sévices ont commencé. Quel type de sévices il vous a subi? Les premiers sévices qu'il m'a fait subir, c'était me planter des petites aiguilles sur tout le corps. Et puis, par la suite, ça a été beaucoup plus violent. Donc, ça a été les viols avec des objets, ça a été les brûlures, le fer rouge, le fouet, et j'en passe. Qui me fouettait avec un fouet, avec des câbles électriques, il m'a percé les lèvres matrices supérieures avec des aiguilles à tricoter pour mettre des anneaux de rideaux. J'ai eu la poitrine de percer aussi par des aiguilles à tricoter, j'ai eu le droit à des brûlures.
entre autres croix gammée sur la poitrine, enfin sur les 2 poitrines. C'est un véritable commerce qu'organise Claude Dunant. Il fait passer une annonce dans un journal spécialisé lyonnais où il convie ses clients à devenir eux aussi des tortionnaires moyennant de fortes sommes d'argent. Sa femme Monique participe elle aussi à ces sinistres soirées. Plus on est de fous, plus on rit. Et les amateurs de ce genre de pratique affluent, alléchés par l'annonce parue dans le journal du Club Amour. Le tout premier client qui est venu, c'était un Allemand qui s'appelait Helmut. Les premiers sévices que j'ai eus, ça a été à ce qu'il m'enfonce des épingles la tête sur tout le corps. Et je devais dormir avec ça. Donc il m'avait fait dormir à même le sol. Et puis moi, je pouvais pas endurer tout ça, donc je m'étais amusée à les retirer et ça avait déclenché une colère monstre. Ce premier client, Helmut, dont Huguette se souvient très bien, ne sera jamais ni entendu ni identifié. Vous croyez qu'il y a que dans les films? Ben non, et la réalité est bien pire que dans les films. Et puis quand il fait venir ses clients. À combien vous estimez le nombre de clients qui sont venus vous torturer? Minimum 30, ça maximum plus de 30 quoi. Mais à chaque fois j'étais cagoulée et à chaque fois je les voyais pas, j'entendais pas leur voix. Au tournevis rougi, ça s'est infecté. Et là il a commencé à paniquer. Il a fait venir un médecin que je n'ai pas vu parce que j'avais la cagoule sur la tête. Par contre j'ai entendu le médecin dire à Dunant que pour l'instant je ne servais plus à rien et que Dunant il avait été complètement cinglé de m'avoir esquinté la poitrine comme ça. Qu'il soit venu en simple consultation ou comme client, ce médecin ne signale rien à la police. Ce médecin se suicide quelque temps plus tard. Lui non plus ne viendra donc jamais témoigner. Il se suicide ou il a été tué? Il lui faut piéger une seconde victime. Ironie du sort, c'est par l'ANPE que Dunant organise son traquenard pour une seconde jeune fille, Michaela, elle aussi sous tutelle de la DAS. L'annonce de la NPE précise comme pour Huguette qu'il faut s'occuper d'une personne âgée et que le logement est assuré. J'ai vu cette annonce en demandant à une hôtesse d'accueil qui était là si c'était quelque chose de sérieux. Cette personne m'a répondu que oui. Et moi, je lui ai fait confiance. J'ai téléphoné. Ils sont venus chez moi. Et oui, même la NPE, qui est soi-disant quelque chose de sérieux. J'ai été violée, j'ai été battue et battue et battue. Et des sévices où moi-même, j'arrive même pas à le dire parce que je peux pas. Apparemment, je suis restée que 3 semaines. Mais peu importe le temps qu'on reste. Les sévices, ils sont là. Et puis ils sont dans notre corps, ils sont dans notre tête, et puis on ne dort pas. C'est des trucs qui me reviennent sans arrêt, même encore aujourd'hui. Huguette est confiée à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre et fait incompréhensible entre le moment où le procureur est prévenu et l'intervention de la police, il va s'écouler 3 jours. 3 jours. Le chiffre 3, dans le paranormal et pour les satanistes, c'est une insulte à la Trinité. Bizarre quand même. C'est le commissaire Vialat qui vient en repérage, mais il attend encore une journée avant d'intervenir. Moi, quand je les ai vus arriver, je croyais que c'était des gens qui venaient m'acheter. La police libère enfin Michaela et arrête le couple Dunant. Le commissaire Vialat est mort en 2002, mais un proche du dossier qui a longtemps enquêté sur cette affaire a accepté de nous parler de manière anonyme. Il a rencontré Vialat quelques mois avant sa mort et le policier n'avait jamais oublié l'affaire Dunant. J'ai été commissaire à l'époque où l'affaire Dunant éclatait. C'était le premier à intervenir au pavillon des Dunant. Et ce qui avait frappé ce policier, c'est que, en fait, l'information ne s'était pas cantonnée à l'hôtel de police, mais d'autres gens le savaient, puisqu'il a trouvé sur place
un journaliste local de Lyon Républicaine qui était présent sur les lieux. C'était quand même probablement surprenant. L'ancien substitut du procureur d'Auxerre, Daniel Stilinovic, nous le confirme. L'intervention de la police chez les Dunant a été pour ainsi dire annoncée. L'affaire a été sabotée, et là je maintiens sabotée, dans le temps de la découverte, le lendemain, le surlendemain ou plus tard. Il y a eu une fuite au ministère de l'Intérieur, au service de presse. L'affaire était révélée. Il n'y a pas meilleur moyen pour prévenir les clients de ne pas se pointer que d'utiliser encore les médias, quoi. Bon, alors ça s'appelle un sabotage, oui, bien sûr. C'est un sabotage. Il y a une fuite. Ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils le savent, ils vivent avec. Mais ça ne les empêche pas de continuer leur petite vie tranquille. Ça se trouve, ils ont une bonne femme, des gamins, et en fin de compte, ils se vengent sur des filles comme nous parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur femme. Mais avant de partir, j'ai pris le plus de preuves possibles, donc photos, carnet d'adresse à lui. Des preuves que la justice a eu en main, mais ça n'a rien changé. C'est bizarre quand même. Quelques jours plus tard, je feuilletais cet agenda et constatais que 2 pages avaient été arrachées. Pourtant, même avec ces 2 pages arrachées, ces carnets restaient pour certains bien compromettants. Il y a 3 carnets noirs. Et il y a toutes les adresses de tous ces clients dedans. Ces carnets sont passés où? Les carnets d'adresses contenant les noms des clients des pièces à conviction essentielles qui disparaissent finalement sans explication. Où sont passés les fameux carnets? 16 ans plus tard, Marie-Lise Lebranchu ordonne une enquête. 16 ans plus tard, histoire que ça disparaisse bien de la circulation. Bravo! Lors de l'inspection conduite en novembre 2001 à Auxerre par le procureur général de Paris, il a été révélé que des scellés de l'affaire Dunant avaient été détruits. Qui a détruit les scellés contenant les carnets mystères? C'est le même juge qui va classer sans suite, quelques mois plus tard, le rapport du gendarme Jambert sur les disparus de Lyon. Quant à l'identification des clients, elle patine. Est-ce qu'il vous a posé des questions sur les clients? Non. Non. Jamais. L'avocat de Claude Dunant, maître Liénard, s'étonne lui-même des faibles résultats de l'instruction. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment recherché qui étaient les clients de Claude Dunant. La seule personne que j'ai vue en visage découvert, c'est Étiévan, Georges Étiévan, un avocat libanais. C'est Étiévan qui m'a fait écrire les lettres pour mes parents. C'est Étiévan qui a ordonné que je sois punie quand il fallait être punie. Enfin, voilà quoi. Et qu'est-ce qui lui arrivait, cet Étiévan, lui, ensuite? Il a été entendu par le juge? Il a été entendu par le juge et puis il n'a pas eu le temps d'avoir le procès puisqu'il est mort avant. Ben dis donc, il y en a beaucoup qui meurent, hein. C'est bizarre quand même, dis donc. Sur cette cinquantaine de clients, on en a identifié 4. Sur ces 4, 3 sont décédés. 2 sont décédés de crise cardiaque. Et puis le 3e, qui a été condamné, et qui menaçait de faire exploser le département par rapport à ce qu'il savait sur cette affaire ou d'autres choses. Il est décédé de manière totalement brutale en 2001. Il tue sa femme et se suicide. Et le 4e client qui était identifié, son dossier a disparu et il n'a pas été inquiété. Pourquoi, d'après le juge, Michaela a-t-elle dû attendre si longtemps sa libération après l'évasion d'Huguette? Il était à un moment question qu'on fasse l'intervention en douceur, de façon à ce que l'on puisse essayer d'appréhender les éventuels complices ou co-auteurs. Donc on voulait faire le silence total sur cette affaire, de façon à ce que ça ne transparaisse pas du tout dans la presse, et puis surprendre un peu tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après il y a eu une fuite, manifestement. Peut-être que c'est ce qui explique en partie le retard, dans la mesure où on voulait mettre toutes les chances de votre côté. Mettre toutes les chances de votre côté,
ou du côté des criminels pour qu'ils s'en sortent et pour qu'on fasse disparaître les preuves, connard. Le seul client identifié est toujours vivant, Monsieur Joseph, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'Huguette et mis en examen pour ce motif. Nous l'avons retrouvé quelque part dans la région parisienne. Est-ce que vous êtes Monsieur Joseph? Oui, bonjour. Ça vous dit quelque chose, Claude Dunant? Comment Oui, ça me dit. Oui, ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai eu un non-lieu, alors oui, voilà ce que je peux vous dire. Vous n'avez jamais participé à tout ça? Mais je le connais. Je l'ai connu quand il habitait Villefranche. Vous n'êtes jamais allé à Poigny, vous? Non, non. Oui, mais comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé impliqué dans cette affaire? Pourquoi Dunant a-t-il donné votre nom? Moi, je pense qu'il a voulu couvrir quelqu'un, moi, je pense. Vous avez même jamais su qu'il faisait ça, qu'il avait ce réseau sadomaso, là? Non, si, je savais qu'il était un peu... qu'il bizarre. connaissait des femmes, si, ça, je savais. Mais vous avez jamais été client? Non, je n'ai été client. Pour autant, le juge estime que le doute profite à Monsieur Joseph, dont le dossier est classé très rapidement. Pourtant, il avait été reconnu par Dunant et sa femme. Mais on le laisse en liberté parce qu'il le mérite bien. Il y avait des gens bien placés. Il me disait, oui, qu'il avait des gens qui étaient très haut placés, qui avaient beaucoup de puissance, et que lui, il était qu'un pauvre instrument dans leurs mains. Il n'y a pas que nous, quoi. Il y a aussi toutes celles qui ont disparu, qu'on ne retrouvera jamais. Vous avez l'impression qu'il y avait eu d'autres victimes avant vous et Huguette? Oui, il me l'avait dit. Vous l'avez Il m'avait dit, j'arrive pas à te vendre, t'es trop cher. Il me disait, tu finiras comme les autres. Tu mangeras le pissenlit par la racine. Et ces gens-là sont libres. Isabelle n'a jamais été entendue par le juge d'instruction. Ce n'est pas une proie comme les autres. Elle s'est prostituée au début des années 80 sur les bords de Lyon à Auxerre. Recrutée par Dunant, mais effrayée par ce qu'il lui faisait subir, elle s'est enfuie et n'a jamais réapparu. Isabelle n'était pas cagoulée. Il est donc probable qu'elle ait vu certains clients. Après une enquête difficile, nous retrouvons sa trace à Montdidier dans la Somme. C'est là que nous apprenons qu'Isabelle est décédée. Sans rire, vous n'y attendez, mais non pas du tout. En 1988, Claude Dunant attend son procès en prison depuis déjà 4 ans. C'est alors qu'entre en jeu une curieuse association d'insertion de détenus, la Fraternité Notre-Dame, fondée par un visiteur de prison, un certain Georges Fritsch, et financée par des fonds publics. Elle s'intéresse tout particulièrement aux détenus Dunant. C'est d'ailleurs bizarrement elle qui reçoit de l'argent de Claude Dunant et non l'inverse, comme le prouve cette lettre envoyée par Dunant au Crédit Lyonnais. Dunant finançait-il l'association en échange d'une intervention? En tous les cas, ça marche. Monsieur le ministre, je profite de mes vieilles et excellentes relations avec monsieur Jean-Pierre Soisson pour solliciter une subvention de 200 à 220 000 francs. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire. Il pourrait demander une semi-liberté, même dans le cas d'une condamnation à 14-15 ans, ce qui semble être le maximum prévu par la loi vu les chefs d'inculpation. Forcément qu'il est exemplaire en prison, il n'y a pas de femme à torturer. La lettre à Pierre Arpaillange a-t-elle fait de l'effet? Toujours est-il que dans la foulée, Dunant obtient sa libération provisoire en 1990. Une décision rarissime dans les annales de la justice pour un détenu accusé de violence, précédé de torture et d'actes de barbarie. 3 jours après sa libération, Dunant est contacté par un généreux donateur. C'est ce qu'il explique à Lyon Républicaine. J'ai eu un contact avec une personne qui me proposait une nouvelle identité, un billet d'avion pour le Sénégal et une forte somme d'argent. J'aurais pu m'échapper facilement. Mais Dunant confiant reste en France. Le procès, pour moi, ça a été une horreur. C'était l'enfer qui recommençait. Parce que tout était là, devant nous. Sauf les clients. Sauf les clients. Et Dunant mentait sans arrêt. Il ne faut pas mentir devant le juge, au tribunal.
Ben, c'est ce que j'ai entendu dire, moi, qu'il paraît que si on mentait, ben, c'était super grave. Apparemment, pas pour tout le monde. Quelle était l'attitude de Dunant? Arrogant. Il nous toisait de la tête aux pieds, l'air de dire que quelque part, il a toujours ce petit esprit de vengeance. Je l'ai dénoncé et ça lui a pas plu. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté par les assises de Lyon le 2 novembre. Perpétuité, que veut dire ce mot? Ça veut dire à vie, mais pas en France. Il aura accompli moins de 15 ans de prison, c'est exceptionnel pour un condamné à perpétuité. Dunant est venu parler des clients du réseau Sadomaso avec le journaliste et cette fois, il est assez précis. Les clients étaient des personnes importantes, habituées au club de rencontres, surtout des Parisiens et quelques Lyonnais. Il y avait des chefs d'entreprise, des chirurgiens, un homme politique nationalement connu, peut-être des magistrats. Il doit vivre dans l'est de la France et il était très prudent, il ne voulait pas de photos effectivement. Après plusieurs semaines de recherche, nous retrouvons Dunant à Mulhouse. Il habite en plein centre, dans un appartement d'un immeuble cossu. Il est loin de se conduire comme une personne effacée et tranquille, comme on nous l'avait décrit. Nous l'avons observé plusieurs jours. Presque jamais seul, Dunant est très prudent et nous semble méfiant et tendu, comme s'il craignait quelqu'un. Donne une boîte postale comme adresse et s'assure régulièrement de ne pas être suivi. Il refuse à plusieurs reprises de nous parler. Il a eu des lettres de menaces, comme quoi s'il parlait, et en sortant, il était ébloui. Ah bon? Il recevait des menaces par téléphone, par courrier, comment? Par courrier. Lui disant quoi? Bah, s'il parlait, qu'il savait ce qu'il attendait, quoi. Il aurait supprimé, quoi. Pourtant, un jour, nous rencontrons Dunant dans la rue, le suivons dans un café où il se confie. Nous le filmons en caméra cachée. Moi, il a fallu la prison pour que je quitte ce milieu sadomaso et tout ça. Je savais, quand ça empirait avec ma première épouse, je savais que j'irais en prison. Tu savais plutôt que si t'allais en prison, t'allais être libéré. Sombre merde. Maintenant, quelques petits passages bonus pour montrer comment la justice nous protège. La jeune fille, au premier plan, attend tranquillement son arrêt. Un homme en blanc monte à bord. Il se place près de son siège, très près, et se colle à elle. Ses mouvements ne laissent aucun doute sur son comportement. Tétanisée, la jeune fille n'ose pas faire le moindre geste. Son calvaire dure plus de 3 minutes quand elle part se réfugier près du chauffeur en silence. En descendant, elle aura le bon réflexe. Elle ira porter plainte au commissariat. Porter plainte, ça sert à rien du tout. Le mieux où on va voir ces agissements, c'est là et là. Ok. Là-bas, tu vas comprendre qu'il se frotte, Ouais, d'accord ouais. Il profite du balancement du bus, on va dire. Ah, c'est pas comme s'il n'avait pas la place de se mettre ailleurs. Hein. Tout à fait. Il se met exprès dans le couloir, la plateforme, elle est vide. Oh là, comme il se colle. Là, on peut dire vraiment que c'est une agression sexuelle, parce qu'il y a de la place dans le bus de partout où il peut se positionner. Et il va se positionner à une jeune fille et il va frotter son sexe contre elle pendant tout le long du trajet, alors qu'il a plein d'autres endroits où il peut se positionner et où il peut s'asseoir. Christophe reconnaît cet individu. L'homme a déjà été repéré pour des faits semblables, mais il n'est jamais parvenu à l'appréhender. Avec Franck, son coéquipier, il part en patrouille sur le réseau en espérant cette fois mettre la main sur ce harceleur récidiviste. Harceleur récidiviste. Ok, mon collègue il va prendre votre véhicule avec votre autorisation et après vous partirez de notre service, ok? Le but du jeu, c'est de l'attraper, de le faire en flagrant. Et oui, en France, pour un flagrant délit, faut être pris sur le fait. Parce que les preuves vidéo, ça sert à rien en fait. Si tu n'es pas pris sur le fait, c'est pas grave. Vous êtes connu de la police? Non.
Il commence à mettre la pression sur l'agresseur présumé. C'est soit vous me dites la vérité, et vous aurez peut-être une convocation, soit vous vous entêtez à nier les choses que je vais vous montrer, et à ce moment-là, vous avez des chances de rester avec nous. Mais nous, on sait un truc. On va te montrer, tu dis la vérité, tu sors, t'as ma parole. Tu dis la vérité, tu sors, t'as ma parole. Tu sors, t'as ma parole. Père de famille, l'homme reconnaîtra les faits pendant sa garde à vue. Remise en liberté. Remise en liberté. Il est en attente de son jugement. Il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. En liberté. En liberté. En liberté. Dernier petit détail, une femme qui se fait frapper par son copain, même menacée de mort, même avec une mesure d'éloignement, eh ben la justice va dire, ah ben revenez quand vous serez mort.